Petit message de Marité Miranda. Cher Alexis Berg, quand Nico a lancé son petit jeu, j'ai été piqué au vif. J'adore jouer, mais je ne pensais pas gagner. Ça devait être l'heure de la sieste, je devais être la seule connectée. Il m'a dit d'écrire un message pour le podcast, ça m'a un peu fait flipper parce que je me demandais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir raconter. Alors, je suis allé faire un tour sur le net et j'ai revu un grand nombre de tes photos. Je ne suis la porte-parole de personne, mais je suis à peu près certaine que tes photos font rêver la plupart des trailers et des trailers dont je fais partie. Les paysages que tu m'as fait découvrir me donnent des envies de voyage, la nature, les couleurs telles que tu les captures élargissent un peu notre horizon, surtout en ce moment. Et puis il y a les portraits, les photos que tu fais des coureurs et coureuses transpirent d'une humanité incroyable. Il y a de la souffrance, de la joie, de la détermination dans ces visages. Tu captures leur fragilité et ça les rend terriblement humains. En faisant mon footing ce matin, sans podcast entre les oreilles pour une fois, désolé Nico, je réfléchis mieux quand je n'ai rien entre les oreilles. Je souriais toute seule en t'imaginant caché au bord des chemins à attendre les athlètes pendant des heures. Dis-moi Alexis, photographier les trailers c'est beaucoup d'attente ? Enfin voilà, je m'arrête là. Je m'appelle Marité, j'ai 52 ans, 30 ans de course à pied dans les pattes et 10 ans de trail. Et je suis ravi d'avoir pu te faire parvenir ce petit message. Nico, c'est à toi maintenant. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailers inconnus, organisateurs de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figures médiatiques, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois le photographe français du monde du trail reconnu internationalement et à l'origine de la plupart des clichés les plus célèbres de cette pratique sur cette dernière décennie. Il est d'ailleurs, avec son frère Frédéric, à l'origine d'un livre de photographie emblématique intitulé Grand Trail, dans lequel il a mis en couleur 13 des ultramarathons les plus connus de la planète et dresse le portrait de 16 athlètes ultra de niveau mondial. Mais dans cet entretien, nous allons évoquer tout un tas de sujets, en passant par son parcours, son évolution, sa passion pour la photographie. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Monsieur Alexis Berg. Eh bien bonjour, aujourd'hui je suis avec le photographe Alexis Berg. Alexis, bonjour. Bonjour. Je te remercie dans un premier temps d'avoir répondu favorablement à mes demandes et je te souhaite la bienvenue dans le podcast. C'est un plaisir de pouvoir de répondre à tes questions. Alors, Alexis, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas ? Donc Alexis Berg, j'ai 33 ans, je suis photographe, je réalise aussi des films, il m'arrive aussi de faire des livres, et voilà, en quelques mots. D'accord. Est-ce qu'on peut commencer par le commencement et est-ce que tu pourrais retracer ton parcours depuis ta plus tendre enfance ? Oui, j'ai grandi en Charente, à côté d'Angoulême. J'ai fait beaucoup de sport jeune, du tennis, du karaté, surtout du rugby. D'accord. Et comme je m'intéressais pas mal à l'actualité du sport et que mon grand frère bossait dans un journal, j'ai commencé assez jeune à écrire dans le canard local, la Charente Libre. Donc j'écrivais des comptes rendus des matchs du week-end, du rugby, du foot, des choses comme ça. Et voilà, ça m'a conduit en fait assez naturellement après le bac à faire une école de journalisme en Bretagne. Ok. Et en fait, à cette époque, j'aurais sans doute pu continuer, m'installer comme journaliste. Tu voulais être journaliste sportif initialement ? C'était ça ta priorité ? En fait, c'était pas vraiment. C'est arrivé comme ça.
Mhm. Et puis, en fait, j'ai plutôt pris une autre route. J'ai choisi un peu une autre vie, quoi. À ce moment-là, en fait, j'ai déménagé à Paris. Et pendant 10 ans, j'ai fait beaucoup de choses, mais pas du tout de la presse. Ce serait un peu long de détailler. Et, euh, et plus tard, la photo est arrivée un peu par hasard, en fait. À un moment donné où j'avais pas forcément un rond en poche. Et puis, voilà, comme un job, D'accord. la photo a commencé comme ça. D'accord. Et donc tu disais, après le bac, tu t'es aiguillé vers le journalisme et c'était donc en Bretagne. Et ça a duré combien de temps les études de journalisme? J'ai fait 2 ans, 2 ans? euh, une formation assez courte, voilà. Euh, et bah, c'était quelque chose que j'avais commencé assez jeune, quoi. Mhm. Euh, Quand j'étais encore au lycée, je faisais des piges pour le journal local, quoi. Mais c'est vrai que euh, ça s'est arrêté, quoi. Enfin, j'ai fait d'autres choix au moment donné de commencer à vraiment travailler. J'ai euh, j'ai euh, j'ai fait voilà des projets qui étaient plutôt un peu bénévoles pendant plusieurs années. Donc c'est juste Et après la sortie de l'école de journalisme sur ces 2 ans que tu es allé sur Paris et pour faire d'autres activités diverses et variées, quoi. voilà. Et puis ensuite, et la photo est arrivée un peu par accident, quoi. Je suis pas un photographe qui a toujours vécu avec un appareil entre les mains, une passion qui date de l'enfance. C'est arrivé, encore une fois, ouais, par une sorte d'accident. Et puis, ben, des fois, voilà, le hasard Fais bien les choses. bouscule un peu ce qu'on avait prévu. Et raconte-nous un peu cet accident, comme tu l'appelles. Qu'est-ce qui s'est passé pour mettre tes premiers pas dans la photographie? Ben, je, je sais pas. Je crois que euh, il s'est tout de suite, quand j'ai commencé à faire des photos, donc assez tard. Euh, on m'a offert un appareil photo. Je pense que beaucoup de gens, c'est comme ça que ça commence. Mhm. Et puis, j'ai tout de suite senti quelque chose d'assez intuitif et une forme de plaisir ou je dirais même, faut pas se méprendre quand je dis ça, mais une forme d'aisance, quoi, quelque chose d'assez, euh, une Naturel, sorte quoi. de, ouais, d'assez naturel, quoi. Mhm. J'ai assez vite compris euh, comment ça fonctionnait. Je veux dire, voilà, un appareil photo et puis ben, Tu photographiais quoi au départ? euh, au début, en fait, assez vite, euh, je, je suis parti à l'étranger avec un appareil photo. Mhm. Euh, et donc, je suis allé notamment au Proche-Orient, en Amérique du Nord, et donc je photographiais bah, un peu tout, quoi. Euh, Sachant que c'était un peu, j'ai jamais eu trop euh, le côté, j'ai un appareil tout le temps avec moi, même encore aujourd'hui, quand on me croise en fait, si c'est pas sur une course, j'ai pas d'appareil photo avec moi, je D'accord. photographie euh, les choses qui sont autour de moi, de mon quotidien, de ma ville, des choses comme ça, les gens autour de moi. Je fais pas ce genre de photos là. Je photographie surtout des choses qui me sont un peu étrangères. Mhm. Euh, et donc, justement, j'ai commencé à l'étranger à faire des photos. Et tu photographiais quoi à l'étranger? Plutôt des paysages, plutôt des portraits? Tu faisais quoi? Je photographie surtout les gens. Ouais. J'ai surtout photographié les gens dans la rue. J'étais, je sais pas, c'était ma manière d'aborder. C'est mes premiers voyages, quoi, mes premiers voyages seuls. Et puis c'était l'appareil photo, c'était mon moyen de regarder les autres, de regarder ce que je connaissais pas, de aussi peut-être je sais pas, une sorte de carapace, quoi, Mhm. euh, un outil, quoi, Pour pour rencontrer les exister dans autres. des endroits, voilà. Et tu as senti à ce moment-là que cette passion allait devenir un métier? C'est à ce moment-là que tu l'as senti ou c'est bien plus tard?
Non, c'est plus tard. Plus tard? C'est plus tard. À l'époque, j'étais aussi parce que je savais pas trop quel sens trop avaient les images que j'étais en train de faire. Je sais toujours pas d'ailleurs sur ce genre de choses. Euh, euh, Au-delà, là, voilà, maintenant, je fais des photos de trail. Je sais exactement ce que c'est et, voilà, et à qui ça s'adresse. Mais sinon, la photo, ça reste un peu un mystère. Ma position par rapport à ça, au-delà enfin, voilà, de ce que je fais, de mon travail de photographe de trail, de course à pied, de montagne, voilà. D'accord. D'accord. Réellement, tu savais pas à ce moment-là pourquoi tu faisais ces photos-là. Tu savais que ça te plaisait, que tu y trouvais un intérêt et tu prenais du plaisir. Mais réellement, tu comprenais pas ou tu ne savais pas trop quel sens tu pouvais donner à ce que tu étais en train de faire, quoi. Oui, bah après si ça avait un vrai sens dans le moment, mais en tout cas il y avait aucune. J'étais pas du tout en train de me dire je suis en train de faire quelque chose qui va devenir mon métier ou Mhm. pas du tout dans une démarche de vouloir euh, euh, faire des photos autre chose que pour moi-même quoi. D'accord. Et la formation de photographe, toi, c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à t'intéresser à la technique de la photographie. Tu t'es lancé dans une formation, tu es allé à l'école ou c'est vraiment de manière autodidacte que tu t'es formé? Alors bah, je me suis formé tout seul. Ouais. J'ai jamais pris de cours ou j'ai jamais ouvert un bouquin. Bon, il y a rien d'exceptionnel là-dedans, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui arrivent voilà, à se former comme ça avec un boîtier numérique. En fait, il suffit de se mettre en mode manuel Mhm. euh, et donc de devoir réfléchir et prendre le temps de comprendre la mécanique qui est finalement, je crois, en fait assez simple et assez intuitive. Euh, c'est d'ailleurs comme ça que euh, enfin, c'est ce que je conseille à des gens qui voudraient apprendre la photo. Euh, il faut pas trop faire confiance aux calculs et aux décisions qui sont prises par l'appareil photo, se mettre en manuel, c'est-à-dire devoir faire tous les réglages et en fait on comprend comment ça fonctionne, comment la lumière rentre, comment elle est captée et voilà, moi j'ai fait ça. Et puis, et puis assez vite, on avance. Donc de manière empirique. Et une question me vient du coup, entre guillemets, ceux qui travaillaient sans le numérique à l'époque, toi tu as un avantage par rapport à eux parce que du coup tu as la possibilité de voir en direct ce que ça rend sur l'écran. C'est comme ça que tu fonctionnes ou c'est pas possible de le voir sur l'écran de l'appareil? Oui, exactement. Enfin, ce qui change, c'est que bah, de un, on a en effet le résultat immédiat et donc euh, c'est-à-dire le retour et comprendre, et c'est quand même un peu plus rapide que de devoir attendre le développement et de devoir se souvenir des choix qu'on avait faits, Mhm. etc. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus économique d'apprendre avec un boîtier numérique parce que évidemment, une fois qu'on a payé le prix de l'outil, on n'a pas en permanence à devoir payer le développement des films comme c'était le cas avant. C'est clair. Et toi tu as pas connu cette période où on faisait les photos sans le numérique? Toi, tu es arrivé après du coup. Bah, c'est-à-dire que bah si parce que quand j'étais petit, voilà, ma mère elle avait des appareils argentiques et en fait Mhm. ce que les gens utilisaient à la fin des années 80 encore. Après, bah voilà, je suis la génération où le numérique a pris une position hégémonique dans la photo et moi-même j'ai euh, quasiment fait que du numérique, même si il m'est déjà arrivé d'avoir un appareil argentique et d'essayer de m'amuser avec, mais en fait, voilà, je fais quasi essentiellement de la photo numérique. D'accord. Et donc, cette transition tout trouvée, donc pour les initiés que je ne suis pas, hein, est-ce que tu peux nous parler du matériel de prédilection avec lequel tu travailles aujourd'hui? S'il y a un appareil à retenir, j'imagine que tu en as plusieurs, mais ton préféré?
Oui, en fait, moi j'ai toujours eu des boîtiers Canon Mhm. euh, depuis le début. Et, et c'est simple en fait, quand je travaille, j'en ai deux identiques. Le Ce même sont modèle. ouais, ce sont des Canon 5D Mark IV. D'accord. Euh, et voilà, j'ai ça depuis assez longtemps parce que en fait, j'ai eu des Canon 5D, Canon 5D Mark II, Mark III, et maintenant j'ai des Mark IV. Et voilà, et suivant le reportage, je transporte 5 à 6 objectifs euh, que je change suivant le sujet, la lumière, ce que j'ai envie de faire. D'accord. Et les objectifs, donc tu disais qu'il y en a 5 ou 6 et pour ceux qui ne savent pas, tu dois changer de l'objectif en fonction, j'imagine, de la prise de photo d'un paysage ou d'un portrait. Ce sont pas les mêmes objectifs, j'imagine. Oui, en fait, les objectifs, euh, ce qui les différencie, c'est la longueur de la focale. Moi, j'ai à la fois des objectifs ce qu'on appelle grand angle, Mhm. euh, donc permettent de faire une photo avec une vision large de ce qu'il y a devant nous. D'accord. Euh, c'est vrai que c'est des en fait, on peut faire du paysage à la fois avec un grand angle ou avec un téléobjectif. Euh, on peut regarder un paysage qui est très loin et de la même manière qu'on peut juste faire un œil très ouvert sur un paysage. C'est pas juste ça la définition, mais donc voilà. Moi, j'ai donc soit des grands angles, Mhm. j'ai aussi ce qu'on appelle des téléobjectifs qui sont donc euh, des focales beaucoup plus longues, euh, voilà, jusqu'à par exemple 200 mm, ce qui permet d'aller d'aller se rapprocher quoi du sujet. Mhm. Et puis après, la variation de mes objectifs, c'est aussi que j'ai des objectifs euh, euh, j'ai des objectifs très lumineux que j'utilise euh, quand les conditions de lumière sont pas très bonnes, et puis qui sont aussi des objectifs avec un peu plus de possibilités, disons, créatives. Donc voilà, c'est des outils et, Mhm. un peu de la même manière que un artisan avec, voilà, je sais pas moi, qui taille des pierres en fait, suivant ce qu'il a envie de faire, il va utiliser différents outils. Ben moi, suivant les photos que j'ai envie de faire, je change mes objectifs. D'accord. On va revenir un petit peu sur le sujet principal du podcast. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler du moment où tu as commencé à faire des photos de trail et dans quelles circonstances? Oui, c'était en 2013, sur l'île de la Réunion. D'accord. Mon grand frère, qui s'appelle Frédéric, il allait courir, je sais pas si c'était sa deuxième ou sa troisième diagonale des fous. Et, euh, et donc avant de partir, euh, il m'a proposé de l'accompagner. Et moi, je lui ai proposé de faire un petit film sur sa course. Et donc j'ai fait un film. D'accord. Euh, et puis j'en ai profité pour faire quelques photos en l'attendant parce que euh, bah, ceux qui connaissent un peu la Diagonale des Fous euh, savent que c'est à la fois une course longue, c'est aussi une course où des fois on peut attendre très longtemps les coureurs euh, parce que voilà, il y a peu d'accès, c'est difficile de passer d'un cirque à l'autre. Mhm. Bref, donc j'ai fait des photos un peu pendant que en l'attendant quoi. Et voilà, ça c'est mes premières photos de trail. Euh, il y a d'ailleurs une anecdote, je la raconte souvent parce elle est un peu amusante. J'avais filmé le départ. Le départ de la diagonale, c'est le soir, hein. Ouais, c'est à C'est la 21h, ouais. nuit. Mhm. Et, euh, et donc après ça, j'avais fait, je sais pas, une dizaine de kilomètres. J'étais monté quelque part et je me suis installé dans une montée un peu au milieu de nulle part et j'attendais voilà les premiers. Je m'étais dit voilà, je vais les photographier. Et du coup voilà,
sur ce qui est en fait un peu ma toute première photo de trail, on voit un gars qui a l'air un peu trop grand pour ce sport, d'après moi, et puis derrière lui, un type voilà un peu renfrogné qui semble un peu timide sur l'image, quoi. Et C'est de nuit, ça, donc tu disais. Hein. ouais. C'était quelques kilomètres après le départ. Hein. Voilà, et du coup, pour donner un peu la perspective de ce que j'étais, enfin, de quel était mon rapport à ce sport, j'avais vraiment aucune idée de qui étaient ces deux gars-là qui venaient de passer devant moi. Et en fait, la photo, comme je l'ai gardée, je sais maintenant qui sont ces deux bonhommes-là, c'est François Den et Kylian Jornet. D'accord. Toi, tu n'en avais absolument aucune idée à ce moment-là, quoi. Ah non. Tu découvrais en fait cette communauté. Oui, voilà. En fait, j'étais juste complètement extérieur. Mon grand frère avait commencé à faire des courses, mais à l'époque, c'était pas aussi le même, comment dire, il y avait pas les réseaux, enfin, en tout cas, l'usage des réseaux sociaux, etc. Et peut-être le sport, le trail, l'ultra trail n'était pas médiatisé de la même manière. En tout cas, j'avais pas vraiment connaissance de voilà des athlètes de ce sport-là. Je pense que vaguement, j'avais compris qu'il y avait un jeune catalan assez talentueux et que j'allais sûrement le croiser, mais ça représentait pas grand-chose en fait pour moi à ce moment-là. Et toi, tu faisais du trail à cette époque-là ou pas du tout? Tu faisais du sport? Pas du tout. À cette époque-là, je faisais encore un peu de rugby. Mhm. Et donc complètement à l'extérieur de ce système-là, de cette communauté, quoi. Ouais. Et puis voilà, après voilà, j'avais mon frère qui lui, c'était vraiment, comment dire, jeté dans ce sport-là, et c'était une vraie révélation, et il était, voilà, c'était sa passion, quoi, déjà. Alors, tu me disais tout à l'heure que tu avais fait tes premières photos de nuit sur un ultra notamment. Les temps d'attente doivent être très longs, j'imagine. Comment tu occupes ton temps, notamment lors de ces attentes nocturnes? Ben, en fait, même sur les courses comme la diagonale, hein, de voilà 160, 170 km, quand on fait des photos, les temps morts sont assez rares. Mhm. Parce que le principe, c'est de toujours essayer d'arriver quelque part juste quelques minutes avant les coureurs. On planifie, donc avec l'expérience voilà, d'en avoir fait beaucoup, je suis assez précis pour planifier mes courses. Et bon, il y a des temps de trajet qui peuvent être longs, et des marches pour accéder à des points qui dépassent rarement 1 heure ou 2. Mhm. Donc non, en fait, il n'y a pas tant d'attente que ça. En fait, c'est plutôt, c'est une vraie course. Enfin, c'est plutôt quelque chose d'assez intense. D'accord. Pour toi, qu'y a-t-il de plus compliqué dans la photo de trailer? Bah, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est quelque chose de plutôt facile de photographier le trail. Par essence, ça donne déjà des situations qui sont intéressantes. Voilà, non, mais je dirais que déjà le décor, il est varié. Ça aide. Il est souvent très beau. Et les sujets, les gens, ils sont absorbés par l'effort. Ils n'ont pas vraiment les moyens de mettre un masque sur leurs émotions, donc c'est quelque chose d'intense, de brut, dans dans des paysages naturels qui permettent de jouer avec la lumière. Donc voilà, c'est tout ce qui fait que c'est tout ce qu'on utilise dans la photo. Et donc non, je crois pas que c'est le sport le plus dur à photographier, le trail. Tout est réuni pour faire des bonnes photos, en fait. C'est ça que tu veux dire. Bah en tout cas, il y a un terrain de jeu riche et varié. D'accord. Quel est ton but premier dans la réalisation des photos? Qu'est-ce que tu souhaites faire
Qu'est-ce que tu souhaites apporter à celui qui regarde les photos? C'est quoi la première idée qui te vient? Bah, je dirais, spontanément, je dirais faire des belles photos, euh, des photos qui me parlent, quoi, qui me touchent. Euh, je vois un peu ça, la photo, euh, comme un jeu. Hmm. Euh, et dans les jeux, le but, c'est pas seulement de gagner pour gagner, quoi. Il y a une idée un peu de la manière, quoi, de le faire en jouant bien, quoi. Donc c'est un jeu dans lequel euh, voilà, il y a pas forcément euh, une fin et une manière de, enfin, voilà, Mhm. un, un truc qu'on gagne à la fin, mais c'est le plaisir de le faire bien, de s'amuser, euh, c'est donc oui, la question c'était ouais, Tu le fais en premier lieu pour toi, en fait, avant tout. oui, pour moi et pour les autres, je sais pas, mais Hmm. en tout cas, j'ai pas, je pense pas d'avoir en tête, voilà, un espèce de but, un truc si qui plane au-dessus de moi et qui me guide, quoi. C'est comme ça, c'est la photo, c'est C'est un jeu pour toi. ouais. J'imagine une situation où tu es dans un endroit donné, tu attends, tu as les conditions idéales pour prendre une photo, de lumière, que toi tu estimes idéale, et le coureur n'arrive pas au moment où tu le souhaites. Comment tu réagis? Ouais, bah, c'est vrai que bon, ça arrive, hein. Ça arrive. On a fait 2 heures de marche dans le froid. On est enfin réchauffé par le lever de soleil. La lumière est parfaite. Et puis, au moment où tout est réuni, eh ben, personne débouche euh, sur le chemin. Et puis, la lumière devient moins bonne. Et puis, on attend encore. Et voilà, ce genre de frustration, ouais, ça existe. Après, euh, moi, je considère qu'il y a toujours une photo à faire. Mhm. Euh, Même si les conditions ne sont pas les meilleures, même si tout n'est pas réuni en même temps, il finit toujours par se passer quelque chose. Euh, et c'est au photographe de le provoquer, de le construire, de le composer. C'est ça la photo. Euh, et au final, je crois que j'arrive toujours à trouver quelque chose. Je garde euh, la conviction que euh, voilà, tout simplement qu'il y a une photo à faire. Et Et, c'est extrêmement rare que je sois déçu. et d'après toi, tes plus belles photos, tu les attendais, tu les avais préparées ou elles sont venues plus de manière sous forme de surprise? C'est difficile parce que ouais, c'est quoi les plus belles photos? Ouais, c'est C'est- relatif, c'est subjectif. Après, euh, je pense que c'est sûr que les photos qui ont le plus d'histoire, c'est-à-dire qui racontent le plus de choses, c'est souvent des choses qu'on n'a pas pu prévoir parce que justement, elles sont importantes parce qu'elles montrent un moment fort, parfois historique à l'échelle du sport, hein, à l'échelle de ce sport. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pu euh, prévoir à l'avance. Je pense par exemple euh, à une photo de Jim Walmsley qui abandonne la Western States après être parti extrêmement fort. Le monde entier est en train de le voir courir à une vitesse incroyable et il est en train de complètement bousculer son sport et en fait il abandonne. Il s'est brûlé les ailes quoi et donc Ça, tu voilà peux pas le prévoir, quoi. Ça, c'est à ce clair. moment-là en fait la photo que tu fais à ce moment-là ça c'est pas quelque chose que tu as prévu mais en C'est fait clair. c'est justement parce que elle dévoile ou elle sera le souvenir d'un moment qu'elle est une photo plus importante que d'autres quoi euh, qui sont euh, qui sont juste peut-être de l'illustration et donc voilà quand il se passe quelque chose comme ça quand Kylian à la Hard Rock en 2017 se démet l'épaule
et continue et gagne la course, et ben voilà, en fait, tu l'as pas prévu quand euh, François Den et Kylian se font ce duel incroyable sur l'UTMB et finissent, voilà, et fait une très grande bataille. Bah ça c'est pareil en fait à l'arrivée, l'accolade entre les deux. Tu pouvais pas prévoir tout ça, et donc ça c'est vrai que moi j'aime bien être témoin de ces choses-là, parce que ces images-là, elles sont d'ailleurs, c'est pas forcément des belles photos en termes, comment dire, purement techniques de photo ou esthétique de Mhm. photo. Mais ce qui compte, c'est euh, ce en quoi elles vont s'inscrire pour la communauté, quoi, pour les, euh, pour les gens qui suivent ce sport. Et toi, comment tu sais que tu as fait une très bonne photo? Tu le sais de suite ou tu en prends conscience après la journée de travail? Les deux. Euh, les deux parce que euh, voilà, bon, il y a des fois, tu vis un moment, tu sais qu'il y a une photo, tu la vois tout de suite, etc. Après, il y a le développement des photos. euh, Bah, c'est un peu comme ouvrir des cadeaux, quoi. Mhm. Euh, Il y a une part de surprise, quoi. Il y a des Volo- bonnes surprises. Volontairement, tu essaies de pas trop regarder sur l'écran de ton appareil et tu te laisses la surprise au développement? Alors, oui et non. En fait, je suis obligé, je regarde parce que euh, je commence mes sélections, je commence mon editing dans les moments un peu morts, quand je marche ou quand j'attends un coureur. C'est-à-dire que je peux regarder mes photos et commencer à les classer, mettre des étoiles, etc. Mhm. Euh, je suis un peu obligé de faire ça pour gagner du temps, parce que après, quand la course est terminée, ça me permet d'avoir déjà commencé à sélectionner les photos et de gagner du temps sur les photos que je vais développer, sélectionner, etc. Donc, non, je suis obligé de regarder. C'est important aussi, en fait, d'avoir un peu conscience de ce qu'on a. Enfin, surtout quand on est, voilà, quand on bosse, quand on doit euh, euh, fournir après un reportage, une série, quelque chose de cohérent, avec des différentes dimensions. Il faut avoir une sorte de, voilà, euh, d'idée, quoi. Mhm. Euh, Après, euh, bah, ça reste un petit écran et on voit pas tout, et il y a des images qui vont se révéler, qui vont révéler leur richesse et leur intérêt plus tard, au moment du développement. Donc voilà, ça reste dans tous les cas, ça reste un moment toujours plutôt plaisant. Particulier pour un photographe. Sur une journée de travail, tu estimes à combien environ le pourcentage de photos que tu estimes réussi, toi? Je dirais que bon, à la fin d'un ultra, si je bosse par exemple pour une course, je conserve, et donc je peux livrer euh, une grosse centaine de photos. Sur combien? Bah, ça Combien tu dépend, Ça dépend. ça dépend de la course. Ça dépend de la course. En fait, on fait quand même beaucoup de photos quand on photographie des gens qui courent, pour Mhm. une raison assez simple, que les gens comprendront, c'est que une fois qu'on a composé l'image, c'est-à-dire que on a cadré, on a fait tous les bons réglages, etc. On attend un coureur quelque part. Euh, et ben là, il va arriver, et, euh, et en fait, on va faire plusieurs mêmes photos. On va faire une série de photos enchaînées très rapidement, ce qu'on appelle une rafale. Mhm. Pourquoi on fait ça? Parce que et tout le monde qui a déjà essayé de faire une photo d'un coureur comprend ça facilement, c'est que la course, c'est un peu ingrat. Sur une image sur deux, on a des rides bizarres au milieu du visage, un pied qui part dans un sens, un appui un peu inélégant. En fait, il y a à la fois des moments du mouvement, de la mécanique de course qui sont très jolis, et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mhm. Et donc, du coup, quand on photographie et qu'on a construit une très belle image, en fait, on va faire une rafale pour pouvoir après euh, regarder les différentes possibilités de silhouettes. C'est des micro-variations, mais c'est juste qu'on va finir par choisir
la meilleure. Et donc du coup, ça augmente quand même considérablement le nombre de photos qu'on a à la fin d'une journée. Donc je dirais que il n'est pas rare d'avoir, je sais pas moi, à la fin d'une grosse course, peut-être 2000 photos. Mhm. Et ça veut dire que de là, des fois, il y en a 10, c'est la même, parce que c'est la même séquence, donc on en prend une. Et donc voilà, ça fait une centaine de photos à la fin qui nous restent. Puis on a fait des essais, à des moments on est resté au même endroit, on en a fait plein, on a pris plusieurs personnes et à la fin on en choisit une ou deux. Donc voilà, ça écrème. Et après, pour répondre à ta question qui était celle vraiment réussie, moi, de ces 100 photos, il y en a peut-être vraiment 10% qui finissent dans ma sélection personnelle, enfin qui sont celles que moi vraiment je choisis, voilà, c'est un peu ça l'ordre d'idée, hein, l'ordre de grandeur. Évidemment, ça dépend, c'est pas toujours pareil, hein, mais voilà. D'accord. J'ai vu que lors d'un ultra trail au Canada, tu avais réalisé un shooting photo avant-après l'ultra. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui est un peu atypique? Oui, bon, je suis pas le premier, ni le dernier à avoir fait un avant-après en photographie de sport. Mhm. Bon, l'idée de ce genre de choses, c'est assez simple, hein. On fait une photo avant, qui est mise en regard avec une photo après, un effort, une émotion, voilà. Donc c'est un portrait de visage, hein. C'est Ouais. uniquement le visage et en noir et blanc, me semble-t-il. Oui, alors voilà, là, moi, je l'avais fait, donc vraiment des portraits assez serrés de visage, et donc avec un traitement en noir et blanc. C'était en 2015, et les organisateurs de cette course, donc Arikana, c'est au Québec, un peu au-dessus de la ville de Québec. Ils avaient généreusement installé un studio, Mhm. euh, un espèce de studio éphémère. On avait mis à, je sais pas, à quelques mètres, vraiment très très proche de la ligne d'arrivée. Ce qui permettait donc aux coureurs en fait de venir me voir immédiatement après avoir passé la ligne. Je me souviens d'ailleurs que euh, à cette course, il y avait Sébastien Chéniaud. Et, euh, et en fait, il veillait dès qu'il passait la ligne, il allait les attraper, et il me les envoyait avant même que les coureurs retrouvent leur famille. C'est un assez bon souvenir. Et du coup, pour la plupart de ces portraits, c'est des coureurs en fait et des coureuses qui finissaient leur premier ultra. Mhm. Euh, et donc du coup, le fait de les prendre tout de suite et voilà, dans ce moment un peu nouveau, ça fait des émotions assez jolies. Ouais, je confirme, hein. J'ai vu ces clichés-là. C'est particulièrement troublant de voir la différence, notamment physique, entre l'avant et l'après. Bon, on s'en doute, mais tu l'avais bien sublimé. En ce qui concerne récemment, tu as fait aussi un documentaire qui s'appelle la Barclay sans pitié. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un documentaire donc que tu as réalisé, il me semble, en 2017, sur lequel c'est un film qui est basé sur uniquement des photos. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet également? Oui, donc oui, c'est ça. En fait, bon, les photos datent de 2017, le film de 2018, mais donc voilà, en 2017, je suis allé photographier la Barclay pour la première fois. Donc c'est une course qui se passe dans le Tennessee, euh, très particulière, un format assez unique avec cinq boucles qu'il faut faire dans un temps limite final de 60 heures. Voilà, une course que, bah, que quand même beaucoup de gens connaissent, euh, même si peu y ont participé, comme il y a, Et peu la termine. et encore moins, ouais, encore moins la termine. Et voilà, et en fait, cette année-là, en 2017, euh, ça a été une course folle, et le dénouement surtout a été incroyable. Et voilà, ça allait bien au-delà de mes photos, et je voulais raconter cette histoire, euh, ouais, un peu extraordinaire. Et donc voilà, avec un de mes meilleurs amis, Aurélien Delfos, qui est journaliste à l'équipe, euh, on est allé quelques mois après la course au Canada, aux États-Unis. On a retrouvé on va dire les trois protagonistes principaux de cette histoire-là. Et donc pour les interviewer,
Donc on les a filmés quand même. En fait, une des matières du film, c'est ces interviews-là. C'est eux qui sont les narrateurs et en effet, comme tu le disais, le film, il a un format, on va dire un peu original, c'est-à-dire que il est construit avec des photos en noir et blanc qu'on a un petit peu animées, donc qui Et avec des fonds sonores, c'est ça moi qui m'a vachement troublé. C'est vous avez ajouté des fonds sonores tirés de la course, j'imagine, à ces photos-là, et ça a un aspect assez particulier, quoi. ouais, bah voilà, c'est ce qu'on appelle un peu du sound design. On a essayé de créer une atmosphère, quoi, de faire, d'installer quelque chose un peu polar, quoi, parce que ça se prêtait bien aussi à l'histoire qu'on racontait. D'ailleurs, le film, il est toujours en ligne, hein. Il est sur le site de l'équipe, rubrique l'équipe Explore, la Barclay sans pitié. Voilà, c'est facile à trouver. Je vous le conseille vivement parce que je l'ai vu et c'est vraiment du super boulot. C'est atypique, c'est génial. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Est-ce que tu peux également, je crois que récemment aussi, alors tu as fait là encore, vous avez fait encore un format un peu particulier, c'est tu as sorti un documentaire, je crois qu'il fait 7 minutes et qui s'appelle Nuit Blanche. Oui, donc alors Nuit Blanche, c'est un petit film réalisé pour Strava lors du dernier UTMB. Et l'idée, c'était de regarder l'UTMB à travers la nuit, ou plutôt les 2 nuits d'ailleurs, passer par les coureurs autour du Mont Blanc. Et voilà, et se concentrer sur la nuit, les sensations, faire parler des participantes et des participants de ce moment particulier, mais en fait central aussi d'une course comme l'UTMB. Et donc voilà, c'est un film qui se concentre sur ce thème-là. De manière identique à la Barclay sans pitié, c'est un documentaire qui est assez troublant aussi, hein. Vous jouez beaucoup sur les sensations et les sens, je trouve. C'est assez particulier et là encore, j'ai vraiment apprécié ce projet. Est-ce qu'on peut un petit peu évoquer, alors, ce fameux livre que vous avez réalisé, il me semble, avec ton frère, hein, qui s'appelle Grand Trail. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre de photographie? Oui, bien sûr. Du coup, je reviens un peu en arrière. Je parlais tout à l'heure de ma première course, de mes premières photos de trail, donc la Diagonale des Fous en 2013. En fait, à la suite de ces photos, il y a un magazine de trail qui m'a contacté. Les photos étaient, je sais pas, mis sur un site internet. Enfin, le hasard a fait qu'on m'a contacté et ce journal allait se créer. C'est Nature Trail. D'accord. C'était avant le premier numéro. Et ils m'ont commandé du coup un premier reportage sur une course, puis un deuxième. Et très vite, il y a eu l'idée du livre. C'était voilà quelque chose qui s'est enfin en gros ce livre c'est ça vraiment mon début de la photo de trail, c'est faire ce livre. Et donc c'était surtout l'occasion d'avoir un projet commun entre frères et on a commencé tout de suite à travailler sur le livre à la fin de 2014 et super tôt, quoi. ouais. Et le livre est sorti en librairie en novembre 2015. Un an de travail assez intensif, à vrai dire. Tu peux nous expliquer un peu comment il est composé, ce livre? Il me semble qu'il y a deux grandes, deux grandes parties. Une partie plutôt photo de manière générale, et puis une partie plutôt portrait avec des interviews, etc. Exactement. Il y a même une troisième petite dimension qui se glisse. Donc il y a une alternance entre des portfolios, donc des séries d'images, des illustrations de courses. De mémoire, il y a une petite quinzaine de courses qui sont dans le livre, et donc
des photos de ces courses, à quoi succèdent des portraits. On a fait, je pense, peut-être un peu plus, peut-être 15 ou 16 portraits, euh, voilà, des traileuses et trailers que un peu tout le monde connaît. Bon, c'était en 2015, alors le paysage et les têtes A sont évolué, un ouais. petit peu renouvelés. Il y a certains qui courent plus autant qu'à l'époque. Mais voilà, ces portraits, c'était donner un peu la parole et puis voilà, raconter des histoires souvent assez fortes de personnages importants de ce sport à cette époque. Et puis, ouais, la troisième chose qui se glisse, il y a aussi des chapitres un peu plus thématiques qui permettent d'aborder par exemple un thème comme courir la nuit. Mais il y a aussi un chapitre, je sais pas moi, sur la nutrition, sur l'entraînement. Voilà, il y a un, il y a un panachage comme ça de photos, d'histoires, de textes un peu plus euh, ouais, abstraits. D'accord. Et quel a été le rôle de ton frère Frédéric dans ce projet? Et ben lui, il est journaliste, il écrit. Et D'accord. donc voilà, moi je fais les photos et puis lui, il écrit. Et puis euh, comme c'est quand même lui qui pratique vraiment ce sport, c'est voilà, c'était aussi à lui d'écrire de l'intérieur sur sa pratique et sachant que bon, aussi le livre fait surtout parler voilà, les autres. Il y a beaucoup de gens qu'on a interviewés et qu'on a utilisés dans le livre. Et depuis la sortie de ce livre, vous en avez ressorti d'autres ou pas du tout? Alors, on a fait un tout petit frère il y a maintenant peut-être 4 ans qui s'appelle Grand Trail Extra, Mhm. un petit projet sur photo. Voilà, et puis on est en train de travailler sur des nouveaux projets qui vont arriver très bientôt. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que, si possible, que tu évoques avec nous ton pire souvenir de photographe trail et ton meilleur souvenir. Ok. Compliqué, hein? Bah, c'est sûr que voilà, ça fait sur autant d'années, il y a évidemment beaucoup de choses. S'il faut choisir euh, le pire, euh, je pense que c'est la chute de l'américaine Hilary Allen. Euh, c'est en Norvège, c'était lors de la Tromsø Sky Race. C'est une course dessinée et organisée par Kylian et Emily. Mhm. Et, et donc voilà, on était plusieurs photographes. On était à une dizaine de mètres un peu plus haut sur la crête d'où donc Hilary est, a chuté. Et, et encore aujourd'hui, la plupart de nous, enfin bon, on ignore un peu comment elle a heureusement et un peu miraculeusement survécu à cette chute, vu la hauteur et le terrain sur lequel elle s'est écrasée. Et voilà, il y avait beaucoup de vent, l'hélicoptère des secours a mis longtemps, presque 1 heure, pour se poser, venir l'enlever. Et voilà, on était très inquiets. C'était en tant que témoin aussi un petit peu traumatique Bien sûr, bien sûr. comme moi. Et donc je pense que c'est mon plus mauvais souvenir. Ouais, il y a de quoi, c'est sûr. Et ton meilleur souvenir du coup? Mon meilleur souvenir, bon, là d'un seul coup, il y en a peut-être beaucoup plus. Euh, je vais choisir, euh, je vais choisir un assez vieux souvenir. Euh, c'est la Western States en 2015. Euh, le cut-off, il est assez sévère hein, à la Western State. C'est 30 heures. Mhm. Euh, Les euh, barrières, ouais. Mhm. c'est un 100 miles. Il faut quand même pas trop traîner en route. Euh, donc en 2015, dans la dernière minute des 30 heures, cette année-là, s'est présenté dans le stade d'arrivée à Auburn, en Californie,
une dame qui s'appelle Gunhild Swanson. Et donc voilà, on était tous en train de regarder nos montres sans trop savoir si elle allait parvenir à le faire. Et elle s'est mise à sprinter dans le stade. Il y avait des centaines de spectateurs parce que c'était donc juste avant aussi la remise des prix. Tout le monde était venu. Il y avait peut-être même en milliers de spectateurs. Enfin, tous les coureurs étaient là, les familles, tout le monde était en train de l'applaudir. Et elle a sprinté et elle a passé la ligne 6 secondes avant la fin, avant le gong des 30 heures. 6 secondes. Et c'était incroyable parce que au-delà du fait que elle devenait finisseuse pour un souffle, c'était la première fois qu'une femme de 70 ans, ah oui, d'accord, c'était son âge, arrivait à terminer la Western State. Et voilà, en fait, c'était un moment où en fait tout le monde vivait son arrivée comme une victoire un peu. Elle, sa joie, elle était assez simple, mais c'était un moment touchant et c'était un vrai bon souvenir. Ok, je te remercie. J'aurais une question. Est-ce que comment prépares-tu une journée de shooting avant un ultra? Comment tu fais des repérages? Comment ça se passe? Oui. Forcément, on va dire. Oui, je repère le parcours un peu comme un coureur en fait. Sauf que moi, je vais surtout identifier les points stratégiques qui sont plutôt, dont mes critères sont plutôt esthétiques qu'autre chose. Et ensuite, je vais planifier un peu heure par heure. Je calcule les temps de passage, mes temps de trajet, mes temps d'accès. Et puis je fais comme ça un espèce de un petit planning. Si j'ai le temps, je vais reconnaître des morceaux du parcours. Sinon, j'étudie des cartes. Il y a des applications très précises où je peux regarder les reliefs, calculer. Ça va assez loin en fait. On va jusqu'à calculer la position du soleil, Bien des sûr, choses. j'imagine. Et puis, sinon, il m'arrive aussi de discuter avec des coureurs qui ont déjà fait la course. Je leur demande de me parler d'un endroit, voilà. D'accord, donc il y a un boulot de préparation qui est quand même relativement conséquent. Après, avec l'expérience, si tu retournes sur une course que tu connais déjà, j'imagine que ça va être plus simple, forcément. Oui, c'est sûr. Après, voilà, les courses qu'on a déjà faites, il se passe toujours quelque chose de différent. Les conditions sont jamais les mêmes, donc on essaye aussi de varier un peu, d'aller dans des endroits qu'on connaît pas, et donc non, ça change. D'accord. On va sortir un petit peu du sujet de la photo. On va aller sur un sujet un peu plus général. Quelle est ta vision de notre sport aujourd'hui, de sa communauté? Que penses-tu de cette communauté-là? Bon, déjà, je pense que c'est difficile de généraliser. C'est une question assez vaste. Après, moi, c'est vrai que j'ai la vision de différentes facettes, de différents pays. Si on regarde la France, si on regarde les États-Unis, par exemple, c'est pas du tout, c'est très différent, c'est des mondes très différents. Par exemple, voilà, il y a ce côté, une forme d'authenticité, un côté historique aux États-Unis avec des courses plus anciennes, une communauté vraiment solide. Là-bas, il me semble que le trail running demeure parfois une sorte de contre-culture, ce qui est sans doute, je crois, un peu moins le cas en France. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que en France, les courses, elles sont plus massives, par exemple. C'est un peu plus un sport, et un peu moins, voilà,
et un peu moins qu'une culture. Après, il y a en France des milliers de trailers qui voient leur pratique comme bien plus qu'un sport, évidemment. Mais oui, des différences comme ça. Donc j'aurais, c'est difficile pour moi de trop généraliser sur un sport que j'ai quand même vu observé dans plein de pays sous plein de formes, quoi. D'accord. Effectivement. On va dire, on va se limiter globalement à notre pays. Tu as une expérience qui est assez importante du milieu, hein. Et comment as-tu vu évoluer ce milieu depuis une dizaine d'années, on va dire? Ben, bon, déjà, euh, parfois on l'oublie. Enfin bon, tout le monde ne l'oublie pas, mais le trail c'est un sport jeune. Euh, la plupart des courses, elles n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans. Pour rappel, l'UTMB a été créé en 2003. Mmh. Euh, les Templiers, qui font figure de course pionnière en France, c'est 2015 seulement. Euh, donc c'est un sport jeune, euh, et je crois que euh, il est peut-être pas encore dans sa forme adulte, quoi. Mmh. Et, et du coup, je sais pas si c'est un adolescent, mais bon, comme tout ado, voilà, c'est un sport qui sait pas encore euh, bien où il va aller, ce qu'il va devenir. Euh, enfin, je sais pas, par exemple, il y a aujourd'hui 3 ou 4 circuits concurrents qui sont un peu tous des championnats du monde parallèles. Donc voilà, que ça soit l'Ultra Trail World Tour, le Skyrunning, Le euh, Golden Trail Series, cette série. mmh. Il y a à côté de ça, il y a un championnat du monde. Il y a des marques qui organisent des choses qu'ils appellent des championnats du monde. On vient là d'apprendre que Spartan débarque dans le paysage. Ils viennent de débaucher ou de racheter, je sais pas comment on veut le formuler, mais des courses comme le Lavaredo et la Transgrande Canaria. Donc voilà, ça bouge beaucoup. Peut-être que c'est parfois difficile de suivre. Euh, En tout cas, des fois ça l'est même pour moi qui vois ça d'assez près. Donc j'imagine que pour pas mal de gens, c'est pas évident de comprendre voilà l'évolution. Mmh. Après, on peut avoir dit tout ça et se souvenir que voilà le sport de base, c'est-à-dire aller courir dans la nature, euh, ce qui ce qui est le dénominateur commun, la définition originelle de ce sport, ben ça, ça bougera pas. Personne va le privatiser et personne n'empêchera les pratiquants de faire ça. Et toi, quand tu te rends aux États-Unis et que tu es plongé dans la communauté, on va dire, comme tu disais tout à l'heure, la contre-culture américaine du trail, tu as l'impression de revenir un peu aux sources, c'est ça la sensation que tu as? En tout cas, euh, il y a quelque chose euh, aux États-Unis, oui, une forme d'authenticité, de simplicité, aussi parce que il y a des courses qui sont quand même beaucoup moins massives, euh, où il y a aussi un peu une simplicité. Il y a peut-être aussi beaucoup moins euh, de partenaires, de marques, comment dire, ce qui est un peu voilà la marchandise autour autour du sport. Et donc c'est sûr que euh, c'est quand même assez difficile de comparer euh, le village du Colorado, Silverton, qui accueille la Hard Rock. Il y a 150 coureurs, tout le monde se retrouve dans les 2 cafés de la rue principale et il y a les meilleurs coureurs américains qui soient là parce qu'ils courent ou parce qu'ils viennent regarder cette course. Et donc voilà, c'est ça, ça c'est les États-Unis. Et après, c'est sûr que c'est difficile à comparer avec Chamonix où il y a
pour l'UTMB, la semaine de l'UTMB, 10 000 coureurs, 50 000 marques et voilà, et c'est des événements qui sont impossibles à comparer. Et c'est le même sport. D'ailleurs, les deux courses, la Hard Rock et l'UTMB, ont exactement le même format. Mhm. Bon, il y en a une qui est un peu plus en altitude, on va dire, mais voilà, c'est sûr que C'est deux mondes c'est deux différents, quoi. mondes Deux, différents. deux planètes différentes. On va parler un petit peu des athlètes. Tu as une relation, j'imagine, avec toutes ces années passées à leur côté, une relation privilégiée avec les athlètes de haut niveau. Quel est ton ressenti sur eux et qu'est-ce que tu aimes le plus chez eux? On va dire là, ça encore, c'est difficile de généraliser, mais Ouais. qu'est-ce que tu aimes bien retrouver chez ces athlètes-là? Euh, non, mais c'est vrai que la position, la position du photographe, quoi, ça rapproche assez naturellement des athlètes élites. Euh, on partage des voyages, des morceaux de leurs aventures. Et voilà, et du coup, moi, c'est vrai au fil des années, euh, j'ai tissé des étonnantes amitiés sur plusieurs années, à se voir dans un pays, à se revoir dans un autre, 6 mois plus tard, à l'autre bout du monde. Je crois qu'il y a des gars, je les ai vus sur, je sais pas, 4 continents, quoi. Mhm. Et donc voilà, c'est des histoires. Il y a, en fait, il y a assez peu de professionnels dans ce sport au final. Eh oui. Donc, ce milieu-là, il est petit, quoi. Et donc, qu'est-ce que j'aime? Non, mais c'est des personnalités. Euh, je pense que tout le monde le sait un peu et l'a déjà vu. C'est pas un sport où il y a des trop gros égos. Euh, on rencontre surtout des gens simples, disponibles. Voilà. Et ça n'a pas trop changé avec le temps? C'est resté plus ou moins pareil qu'il y a une dizaine d'années? Je pense que ce qui menace ça, c'est pas tant les athlètes élites que la manière dont la massification du sport les expose, quoi. Mhm. Euh, L'exemple, c'est euh, par exemple euh, peut-être là où c'est un peu débordé, c'est autour de Kylian, quoi, quand il y a des mouvements de foule et des choses un peu déraisonnables autour de lui qui font que en fait il l'a déjà dit, il l'a dit d'ailleurs très souvent dans des interviews que une partie du recul qu'il a pris avec la compétition, C'était lié à c'est ça, pas ouais. tant parce qu'il avait plus envie de courir en compétition, etc. C'était aussi parce que c'était devenu difficile des fois de... Alors, évidemment, il y a des gens qui vont répondre à ça. Non, mais oui, mais c'est aussi son métier, c'est la rançon du fait d'être un sportif professionnel, soit. Mais c'est aussi son choix de décider de s'éloigner de ça. Bien Donc, sûr. voilà, c'est vrai que je pense que euh, les athlètes restent simples et disponibles quand les rapports autour d'eux restent euh, simples, respectueux, voilà. Ok. Si tu devais ressortir qu'une caractéristique commune les reliant tous ces athlètes, ça serait laquelle? Je sais pas, il y a une chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à rencontrer, à parler avec des ultra trailers, des ultra traileuses. Euh, Ce sont les origines de leur rencontre avec ce sport, quoi. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas, moi, quand on commence le tennis, le foot, un sport comme ça, bon, les raisons sont assez, je sais pas, Basique. banales, quoi. Voilà. Ouais. Euh, Alors que avec le trail, plus encore l'ultra trail, euh, moi je crois, en tout cas j'ai j'ai rencontré des gens qui parlaient il y a une dimension de rupture, quoi. Il y a des virages de vie, il y a des gens qui changent de boulot, qui quittent la ville, qui, je sais pas moi, bouleversent leur alimentation. Combien d'histoires on a entendu d'ultra-trailers qui ont commencé après
une rupture, une maladie, une dépression. Et du coup, voilà, en fait, il y a cette espèce de dimension de nouveau départ, là, de renaissance. Alors, ça concerne pas tout le monde, hein, il y a plein de trailers qui ne sont pas concernés, mais quand même, je trouve qu'on croit souvent ça. Et intéressant. C'est un bouleversement de vie. En fait, le trail s'apparente plus parfois, enfin souvent, à un mode de vie, même chez les athlètes de haut niveau, quoi. Ouais, enfin, d'ailleurs, tout ce que je viens de dire là, ça s'applique à la fois aux athlètes élites et à n'importe quel pratiquant, quoi. Je trouve beaucoup par rapport à d'autres sports cette dimension du virage de vie, ouais. On n'a pas tardé à terminer l'entretien. Si tu devais me conseiller quelqu'un pour participer au podcast, ça serait qui? Est-ce que tu parles anglais? Alors, j'y travaille. Alors, je parle anglais, on va dire, presque couramment. On va dire que j'arrive à maintenir une conversation. J'y travaille pour, dans les prochains mois, essayer de tenter ma première interview en anglais. Donc, okay. Non, parce que j'ai une idée, mais il faut en plus bien parler anglais parce que c'est une langue un peu rapide et vive. Et j'allais dire Jen Shelton, c'est une coureuse américaine. Pour ceux qui ont lu Born to Run, c'est un peu la vraie héroïne du livre. Non, sinon, je sais pas. Je dirais Gilles, le fondateur des Templiers. Quelqu'un qui Gilles Bertrand. Ouais. Je l'ai contacté, j'ai déjà contacté. Qui a un rôle et une vision par rapport à ce sport. Et puis sinon, je vais parler de quelqu'un que je connais bien, Blaise Dubois. C'est le kiné à l'origine de la clinique du coureur, qui, je pense, serait un très bon client. D'accord. Bon, super pour les conseils. Est-ce que tu as un dernier sujet à aborder qu'on n'aurait pas évoqué? Non, je crois pas. Je crois qu'on a pas mal parlé, non? On a bien fait le tour. On est déjà à plus d'une heure d'enregistrement, donc c'est pas mal. Hein. Je te remercie en tout cas, Alexis, d'avoir partagé ton temps avec nous. Bah non, merci à toi. C'était j'espère audible, compréhensible. J'espère avoir été clair. On a appris plein de choses. Tu nous as livré tes anecdotes et tous les détails de ta vie de photographe. Donc pour ça, je t'en remercie énormément. Eh ben, de rien. Allez, et je te dis, passe une bonne soirée et puis peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Salut Alexis. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Alexis Berg. Je tenais de nouveau à le remercier d'avoir participé à un des épisodes du Let's Try Podcast. Si vous souhaitez retrouver toutes les informations concernant Alexis, je vous laisse consulter son blog alexiberg.com. En ce qui concerne le LTP, comme d'habitude, si vous souhaitez nous rejoindre sur Instagram Let's Try le podcast, sur Facebook Let's Try Podcast, sur YouTube Let's Try et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle. J'espère vous retrouver pour un nouvel épisode du LTP et d'ici là n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Try et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut